Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Forum des images. Je m'appelle Claude Farr, j'ai l'honneur d'être le directeur de cette noble institution. On est ravis de vous accueillir pour ces trois colloques qui vont avoir lieu cet après-midi dans le cadre de Cartooning for Peace. Cette opération se fait pour nous, Forum des images, dans le cadre d'une opération plus large qui est le partenariat avec l'Institut français et la saison Afrique 2020. Vous êtes forcément au courant. Ça s'est incarné de différentes manières chez nous. On a fait un festival New Images consacré à tout ce qui est réalité virtuelle, nouvelles images, en partenariat avec la scène africaine. Donc nous avons eu la joie d'accueillir plusieurs artistes venus d'Afrique qui nous ont présenté leur travail et qui ont pu participer aussi au marché de coproduction qu'on a mis en place. On a également fait une superbe projection, un vidéo mapping sur l'église Saint-Eustache que vous avez peut-être soit que vous connaissez, soit que vous avez vu en arrivant au Forum des images. Donc c'est un très beau moment. On a également eu une scène ouverte pendant 3 jours. On a installé sous la canopée une grande scène géante avec un écran géant et on a collaboré avec toutes les institutions des Halles. On est 11 institutions en fait au Forum des Halles, ça ne se sait pas forcément. Et donc là aussi avec plein d'artistes venus d'Afrique. Et puis donc, Cartooning for Peace, on est ravis de vous accueillir. Et on a également, il y a Gilles Rousseau, directeur adjoint de la programmation, qui m'en voudrait si je ne mentionne pas le cycle Tigritude, qui a été décalé dans le temps, donc il aura lieu dans son entièreté l'année prochaine. Mais il y a eu un coup de semonce il y a peu, donc on a un week-end entier pour annoncer ce programme qui est une sorte de panorama de l'histoire de l'Afrique à travers son histoire cinématographique. Chaque pays, chaque année, un film qui décrit finalement l'histoire de ce très beau continent. Et puis, alors, je suis doublement content. Donc, je suis assez récent au Forum des images. Ça fait que 3 ans que je suis en charge du Forum des images. Mais depuis que je suis ici, on me parle de Cartooning for Peace. Donc, je suis ravi de recroiser la route de Cartooning for Peace et de son nouveau président que je vous présente, enfin que vous connaissez, mais que j'introduirai tout à l'heure, mais de son ancien président. Alors, je ne sais pas si on dit Monsieur Plantu ou Plantu, mais Jean. Voilà. Donc, que je suis ravi de voir en chair et en os, parce que j'en ai beaucoup entendu parler, parce qu'en 2014, il y avait déjà les chemins du Forum des images et de Cartooning for Peace s'étaient déjà rencontrés. Il y avait une grande exposition. Gilles Rousseau, je crois que tu étais déjà à la manœuvre à l'époque. Il y avait une grande exposition sous la canopée avec des dessins en direct retransmis sur l'écran géant. Et puis on avait projeté des films ici. Donc ça avait été une rencontre tellement homérique que voilà, ça faisait partie des choses dont on me parlait depuis mon arrivée. Donc je suis ravi de croiser la route de Cartooning for Peace. Et dès que l'Institut français nous a parlé de ce projet, on était évidemment enthousiastes. Voilà. Donc je passe la parole à CAC, le nouveau président. Ah bah oui, s'il vous plaît. Et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne après-midi. Bonjour à toutes et tous. Je suis donc CAC, alias Patrick Lamassoure, ou l'inverse d'ailleurs, dessinateur de presse pour un journal qui s'appelle L'Opinion. Et j'ai la chance depuis bientôt 2 ans, 1 an et demi, d'avoir pris la succession de Jean Plantu à la présidence de Cartooning for Peace. Donc, un mot rapide sur Cartooning for Peace. Pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà, c'est une association internationale qui est basée à Paris, qui rassemble un peu plus de 200 dessinateurs répartis sur 70 pays dans le monde, et qui a été créée en 2006 à la suite de la fameuse affaire dont j'imagine beaucoup d'entre vous ont entendu parler, des caricatures dites du prophète, donc cette série de dessins de presse sur le thème de l'islam, et notamment du prophète Mahomet, initiée par le Jyllands-Posten, un journal danois au Danemark, qui avait fait beaucoup parler d'elle, qui avait circulé dans le monde, qui avait pour certaines d'entre elles été détournées, instrumentalisées, bref. Il y avait eu un vrai émoi international autour de ces questions, des émeutes, il y a même eu des morts dans certains pays, et donc une grande réunion qui s'était tenue à l'ONU avec Kofi Annan, et où Plantu, à la suite de cette grande réunion, en dialogue avec Kofi Annan, se sont dit que ce travail de faire rencontrer le dessin de presse et le public, de faire rencontrer les différentes cultures entre elles, ce travail de dialogue, de vivre ensemble, méritait qu'on le poursuive. Ce n'était pas évidemment l'affaire d'une conférence. Raison pour laquelle il a créé Cartooning for Peace, qui a 3 grands métiers. Je vais vraiment être synthétique. Le premier métier, c'est d'exposer, de mettre en avant le dessin de presse, donc à travers des éditions, des expositions, des colloques, des débats, des rencontres, de manière à l'expliquer, le décortiquer, les faire se rencontrer entre eux. Comme vous allez le voir, notamment pendant cette manifestation, il y a beaucoup de formes de dessin de presse différentes, qui disent des choses différentes, beaucoup de points de vue qui s'affrontent et se rencontrent. Donc mettre en avant et faire vivre le dessin de presse. Deuxième mission, l'utiliser, ce dessin de presse, comme support pédagogique, donc d'aller à la rencontre des jeunes générations, dans les écoles, les collèges, les lycées, en France et dans le monde, et en utilisant le dessin de presse, de parler de ce qui est un peu notre corpus, à nous tous les dessinateurs membres de Cartooning for Peace, des droits de l'homme, tels que la Déclaration universelle les entend, et
surtout, je dirais peut-être celui que nous mettons le plus en avant quand nous parlons de différents thèmes qui peuvent être l'égalité femmes-hommes, les migrants, la répartition des richesses, etc. Surtout de parler de la liberté d'expression, c'est-à-dire d'utiliser le dessin de presse pour créer un débat et surtout créer un dialogue, c'est-à-dire un échange de points de vue où chacun est capable d'entendre l'autre et chacun est capable de s'exprimer. Et enfin, le pan de nos actions, c'est le plaidoyer, c'est-à-dire suivre la situation des dessinateurs de presse dans le monde, qu'ils soient membres d'ailleurs de Cartooning ou pas, peu importe. Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'ils peuvent exercer leur métier librement? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'ils sont menacés? Et si malheureusement c'est le cas, nous recevons des alertes très très régulièrement dans de nombreux pays, parfois des pays qui pourraient vous surprendre d'ailleurs, où les dessinateurs de presse n'exercent pas leur métier librement et subissent au minimum du harcèlement sur les réseaux sociaux, et parfois ça va beaucoup plus loin. Ils peuvent même se retrouver en danger de mort, parfois même assassinés. Et nous essayons du mieux que nous pouvons de leur venir en aide, de les appuyer, de les secourir avec un réseau de partenaires évidemment, et de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent continuer à exercer leur profession, si possible, dans le pays où ils habitent. Voilà les 3 grandes missions de Cartooning for Peace, et dont une grande partie de l'équipe est ici, si vous souhaitez la rencontrer ensuite. Alors, notre relation à Cartooning for Peace avec l'Afrique n'est pas toute nouvelle, elle remonte quasiment aux prémices de l'association. Dès le départ, Jean, qui a beaucoup baroudé, allait très très régulièrement sur ce continent. Et nous avons depuis longtemps travaillé avec ces différents pays. Depuis longtemps, nous avons rassemblé des dessinateurs de presse des différents pays d'Afrique autour de nous. À une époque, grâce au soutien européen, on est allé dans plusieurs pays dans le monde, 9 pays en tout, pour décliner nos activités, notamment d'ateliers pédagogiques. Et déjà, dès cette époque-là, sur les 9 pays, il y en a 5 pays qui étaient en Afrique, dans lesquels nous sommes allés: Éthiopie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Maroc et Tunisie. On a fait des ateliers dans tous ces pays avec les dessinateurs. Et puis, le point d'orgue de ce grand cycle d'action, ça avait été une rencontre très importante pour nous qui a eu lieu à Addis Abeba, en Éthiopie, en mai 2019, et pendant laquelle on a réussi à rassembler plus de 20 dessinateurs des différents pays là-bas. On a fait de nombreuses rencontres, débats, discussions, ateliers, et est sortie de ce moment fort une déclaration qui a été portée, dont le principal artisan est Xavier Gors, ici présent, le dessinateur des Indésirables notamment, et qui a été portée, qu'une déclaration qui vise à faire en sorte que le dessin de presse devienne un droit fondamental. Ce qui n'est pas aujourd'hui, plus précisément d'ailleurs, quand on lit la Déclaration universelle, on pourrait étendre ce qu'elle dit au dessin de presse, mais il nous a semblé important, vu les menaces qu'il subit de plus en plus, y compris dans des pays qu'on appelle des démocraties apaisées, où on voit que ça n'est pas toujours pour ce qui est du dessin de presse. Il nous a semblé que cette pratique, ce métier, méritait d'être clairement identifié comme un droit fondamental. Et donc c'est une déclaration qui suit son cours aujourd'hui et qu'on espère un jour pouvoir voir adoptée par les plus hautes instances en charge. Et donc aujourd'hui, nous voici à Cartooning in Africa, qui était d'ailleurs déjà le nom de notre manifestation en Éthiopie. Alors Cartooning in Africa, en réalité, ce que vous allez en voir ici, c'est la surface émergée, c'est-à-dire les rencontres, je vais en dire un mot, de cet après-midi, l'exposition qui commence demain sous la canopée. Mais c'est aussi plusieurs actions qui se font en parallèle. Un livre qui a été édité chez Kalman Levy qui s'appelle Africa, tout simplement, avec une sublime couverture dessinée par Ala Satir, qui est présente parmi nous, qui regroupe des portraits et des dessins de tous ces dessinateurs, mais aussi des portraits pour suivre leur parcours, d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait, dont les textes ont été rédigés magnifiquement, je le salue s'il est parmi nous, par René Guiton, et le livre est préfacé par Audrey Azoulay. Donc il y a ce bouquin qui sort, qui est disponible, qui est vraiment un très bel ouvrage, dont nous sommes très fiers. Il y a donc l'exposition Cartooning, il y a une exposition Cartooning in Africa, qui n'est pas spécifiquement celle que vous allez voir ici, qui est une exposition qui a été éditée par Cartooning for Peace, qui circule déjà dans plusieurs établissements scolaires, et qui est, comme toujours pour les expositions Cartooning, accompagnée d'un livret pédagogique, puisque le but, c'est que les enseignants qui vont utiliser l'exposition puissent s'en emparer. Ce n'est pas toujours évident de savoir comment j'utilise un dessin de presse pour faire parler mes élèves d'égalité, de racisme, etc. Et donc, comme toujours, Cartooning for Peace édite un livret pédagogique qui permet de créer des exercices, de choisir des dessins, de faire presque des jeux autour de ça avec les étudiants. Et puis, c'est aussi une opération que nous menons en ce moment avec, je ne vais oublier personne, qui est financée par l'Union européenne, une opération qui s'appelle Covid-19 Response in Africa, donc la réponse au Covid en Afrique, ensemble pour une information fiable. Et donc, c'est un projet qui contribue à renforcer l'accès à l'information et à la promotion de la liberté d'expression en Afrique, donc qui est financé par l'Union européenne et qui est mise en œuvre par Free Press Unlimited, Article 19, Reporters sans frontières, etc., et auquel Cartooning for Peace participe en ce moment même. Donc c'est un ensemble d'actions que nous déployons autour de cette thématique, le tout, vous l'aurez compris, dans le cadre de la saison Africa 2020. D'ailleurs, c'est un peu comme l'Euro de foot, ça s'appelle Euro 2020, mais ça a lieu en 2021. C'est les nouveaux temps que nous vivons.
Donc, dans le cadre de cette saison Africa 2020, il y a cet événement Cartooning in Africa. Alors, ça va être rapide, mais je dois remercier, parce que vous vous doutez bien que Cartooning for Peace ne fait pas tout ça tout seul, juste avec nos petits moyens et les petits bras de l'équipe de cette personne. Les partenaires qui nous ont permis de faire ça, en dehors évidemment de la saison Africa, c'est l'Institut français et donc la commissaire Ngone Fall et toutes ses équipes. C'est le Forum des images qui nous accueille cet après-midi, donc Claude Farge, qui vous a dit un mot tout à l'heure, et ses équipes. C'est Westfield Forum des Halles, la structure qui gère l'ensemble du centre, Jérémy Després et toutes ses équipes. Le réseau des ambassades de France, je vous épargne la liste très nombreuse, parce que j'imagine, enfin je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, par les temps qui courent, de faire venir une dizaine de dessinateurs de différents pays d'Afrique à Paris, en termes de visa, confinement, etc., tests, PCR et autres joyeusetés. Donc sachez qu'ils sont très très motivés, parce que plusieurs des dessinateurs que vous allez entendre cet après-midi, ils sont enfermés dans leur hôtel ou chez leurs connaissances depuis 10 jours, pour pouvoir venir se présenter devant vous dans des conditions sanitaires saines. Donc, ils sont vraiment très motivés d'être là parmi nous. Et on a été très aidés par le réseau des ambassades, des partenaires médias, donc vous verrez certains représentants cet après-midi, en particulier France 24, RFI, Le Monde Afrique et France Culture. Et puis Reporters sans frontières, qui nous aident dans nombreuses de nos actions, d'autres partenaires. Et enfin, la mairie de Paris, qui quand même, vous le savez bien, pour ce genre d'événement, sans elle, si on n'a pas au moins l'autorisation et un regard bienveillant, il ne peut rien se passer. Voilà donc ce que je voulais vous dire pour vous resituer le cadre de cette action. Bon, comme le but, ce n'est pas que je sois plus long que les colloques qui vont suivre, je vais tout de suite donc, vous dire les deux événements qui ont lieu dans le cadre de Cartooning in Africa à Paris. Ce sont les rencontres de cet après-midi, où vous allez successivement avoir 3 tables rondes pour aborder des sujets tels que le dessin de presse comme outil pédagogique pour la citoyenneté et le droit à l'information, le dessin de presse, humour et images, et dans leur rapport à l'actualité. Et enfin, le dessin de presse, tout ça dans le cadre évidemment du continent africain, défis et perspectives. Donc on est ensemble jusqu'à, je crois, à peu près 19h, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, demain matin, très important, inauguration de l'exposition, qui ouvre demain et qui se termine le 11 juillet, qui sera donc sous la canopée du forum, juste à côté, en terrasse -1, si je ne dis pas de bêtises, et qui sera inaugurée par l'ensemble des dessinateurs présents demain matin à 11h, suivie par une fresque qui sera faite en direct par les dessinateurs de presse qui sont présents parmi nous. Voilà pour l'ensemble des événements. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui? Non. Parfait. Donc je vous remercie pour votre présence. Franchement, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. C'est très important pour nous. Et je passe la parole immédiatement à la première table ronde. Et donc, à Vladimir Vazak, journaliste à Arte, que je salue et qui va animer cette première table ronde. Merci à toutes et tous. Oui, bonjour et merci d'être là. Je vais... Prenez place, les intervenants, je vais vous présenter après. Je vais me présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Vladimir Vazak, je suis journaliste à Arte depuis 1992, depuis le début de cette aventure européenne. Je tiens au caractère européen et franco-allemand d'Arte parce que c'est un peu dans ce même esprit que je m'engage tant que je peux auprès de Cartooning, c'est-à-dire ce côté un peu universel, défendre quelques valeurs auxquelles je crois fermement et que je considère comme étant universelles, et je crois que Cartooning aussi les considère comme étant universelles. Il ne faut pas lâcher, il faut se battre. C'est pour ça qu'on est là pour en parler, pour insister là-dessus, le rappeler en des temps parfois difficiles. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Et je ne connais pas particulièrement l'Afrique. En tant que reporter, j'ai eu l'occasion d'aller en Afrique du Nord, d'aller en Zambie, d'aller en Angola il y a longtemps. Mais je ne suis pas un expert de la situation africaine. Je suis plutôt, moi, sur les terrains, notamment la Russie. Mais il se trouve que, par exemple, là, cet hiver, j'ai été en Russie faire un reportage sur l'islam en Russie, suite à la décapitation de Samuel Paty. La décapitation de Samuel Paty, ce professeur d'histoire, c'est une histoire qui est liée au dessin de presse. Et donc, j'ai eu la possibilité d'aller à Moscou, d'aller à Kazan, au Tatarstan, où il y a des musulmans, et puis d'aller jusqu'en Tchétchénie. Donc, d'où venait le jeune qui a décapité ce professeur. Donc voilà, et là, on se retrouve à poser les mêmes questions que celles qu'on va poser aujourd'hui, ici, cet après-midi, au Forum des images, c'est-à-dire la question de l'universalité, des valeurs, de qu'est-ce qu'on veut défendre, comment le défendre, comment ne pas lâcher. Parce que vraiment, je pense qu'avec l'expérience que j'ai d'Arte, quasiment 30 ans, j'ai quand même l'impression qu'il faut plus que jamais se battre pour ne pas se laisser déborder quelque part par certains qui voudraient nous faire croire que
ce en quoi nous croyons n'est pas universel et c'est une vision très presque occidentale ou française, je ne sais pas comment on peut la qualifier, mais qu'importe. Enfin voilà, en tous les cas, je pense qu'il faut continuer. Alors, pour en parler cet après-midi, nous avons ici, à cette première table ronde, alors vous aurez la parole évidemment tout à l'heure, à un moment, et je tiens vraiment à ce que vous preniez la parole, c'est important. Nous accueillons Dlog qui vient de Tunisie. Voilà, bienvenue. Qui a donc fait sa petite quarantaine en famille à Paris, en arrivant. Voilà, merci beaucoup, parce que c'est quand même pas très gai d'arriver dans ces bonjour conditions. Bonjour à toutes et tous. À ses côtés, nous avons Yass, qui vient du Maroc, qui vit aussi en France, c'est ça? Mikaya, franco-tunisien, tunisien-français, je ne sais pas comment on peut... Voilà, qu'importe. Voilà, bienvenue. Et puis Willy the Kid, alors République du Congo plus Côte d'Ivoire. C'est ça, on est sur les deux pays. Voilà. Donc nous avons affaire à une table ronde francophone. Mais si vous avez des questions même en anglais, on devrait pouvoir se débrouiller. Il y a une traduction. Merci beaucoup à nos interprètes, parce que c'est quand même très important de vous avoir, parce que là aussi, si on veut porter un message universel et si on veut le porter de plus en plus loin, c'est quand même très important de s'affranchir de cet obstacle de la langue. D'ailleurs, il faut savoir que, par exemple, pour Arte, on est sur le français et l'allemand depuis le début de la chaîne, mais grâce à des soutiens européens, aujourd'hui, il y a toute une série de programmes qui sont traduits en polonais, en espagnol, en italien et en anglais. Et c'est extrêmement important aujourd'hui, parce qu'on voit que sur la plateforme d'Arte, il y a des gens qui regardent ce que l'on fait vraiment très très loin, et ça prend des chiffres. Il y a des reportages qui sont à 10 millions de vues. Pour vous dire ce que j'ai fait sur l'islam en Russie, on est déjà au million. Donc, vous voyez, c'est quand même assez important. Faut pas négliger ce genre de choses, et ça passe notamment par la traduction. Je pense que c'est très, très important. Alors, au-delà de ça, je vais m'asseoir pour passer la parole. Alors, vous avez tous des micros, chacun a son micro, parce que les règles sanitaires nous obligent aussi de faire attention à ça. Chacun doit garder son micro. Pour les questions de la salle, vous n'aurez pas de micro, mais vous poserez la question, je la répéterai, comme ça elle sera enregistrée et elle pourra être traduite. Voilà, ça c'est les petites contraintes. Déjà pour chacun, je voudrais que chacun vous nous expliquiez dans quel état d'esprit vous abordez ce débat dans ce cadre de la saison Africa 2020. Est-ce que vous dites, c'est un truc des Français qui essayent de se déculpabiliser en parlant de l'Afrique? Ou est-ce que c'est, au contraire, on essaie de passer à autre chose, de découvrir l'Afrique? Je mets un peu les pieds dans le plat avec la question de la forme un peu provocante. Ok. Alors, honnêtement, je pense que la question des ateliers, c'est-à-dire vous posez la question par rapport aux ateliers aussi, par rapport à la pédagogie. Plus largement, déjà sur l'opération cartooning en Afrique, et puis le Africa 2020, cette saison. Oui, d'accord. Ouais. Alors, je pense que c'est excellent de faire ce genre d'événement, parce que c'est un soutien aux dessins de presse en Afrique et aux dessinateurs de presse et dessinatrices de presse en Afrique. Donc le fait de pouvoir leur donner l'occasion de montrer leur travail et de s'exprimer, pour moi c'est plutôt positif. Donc personnellement je ne suis pas dans cet état d'esprit de parler de France-Afrique et tout ça. Après il y a peut-être des gens qui peuvent le penser, mais voilà. Pour vous, l'idée, c'est vraiment de parler de ce que vous faites et pas de la façon dont nous, Français, par exemple, on pourrait regarder l'Afrique. C'est ça? Je pense que là, dans ce type d'événement, on est quand même dans l'échange. On n'est pas dans la position la France regarde l'Afrique de haut. Donc c'est ça qui est important à mes yeux. Alors, Cartooning in Africa, pour moi, ça a commencé en 2019 déjà, lorsqu'on s'est rencontrés à Addis Abeba. Cartooning for Peace avait réuni un certain nombre de dessinateurs du continent à Addis Abeba. Et on s'est rendu compte à cette occasion que c'était une opportunité, en fait, pour nous, dessinateurs africains déjà, de nous retrouver dans un lieu commun et de pouvoir échanger. Alors, cet événement nous avait permis déjà de comprendre ou bien de nous rendre compte qu'il y avait énormément de différences d'un pays à l'autre. Pourtant, on a l'impression souvent que l'Afrique, c'est un continent,
vu de loin, c'est parfois, quand on parle de l'Afrique, on a l'impression que c'est le même pays, alors qu'il y a plus de 50 pays là-bas en Afrique, et chacun a sa spécificité, en fait. Alors déjà, lors de cet événement, on s'est rendu compte que entre nous, on se connaissait déjà très très mal. Alors c'était une opportunité. Et on pense que c'est plutôt une opportunité aussi de venir ici, devant le public parisien, et puis expliquer un petit peu nos réalités qui sont peut-être très très loin de ce qu'on peut imaginer. Donc moi, je le ressens plutôt comme une opportunité d'expliquer le travail de ce qui se fait en Afrique, plutôt qu'autre chose. Opportunité de parler d'une chose qui nous réunit tous, c'est-à-dire ce fabuleux métier qui est dessinateur de presse, le fait effectivement que de l'Afrique, avec ce que ça implique de spécificité, donc ça c'est vraiment fort, et aussi le fait de se dire que ces spécificités, elles ne sont pas uniquement peut-être qu'en Afrique, mais elles nous concernent nous tous, dessinateurs, quel que soit notre lieu géographique, et aussi tous ceux qui sont présents. Donc évidemment, certainement pas dans l'état d'esprit que vous indiquiez, qui consiste à dire que ce serait quelque chose fait par la France de loin. D'abord, il y a Cartooning for Peace, et on sait bien que ce n'est pas du tout cette mentalité-là, mais bien au contraire. Donc parler de ce médium incroyable et très fort qui est le dessin de presse. Pour réagir à la question, évidemment, c'est vrai que pour ma part, donc moi je suis né en France, hein, pour préciser. Donc j'ai cette double culture qui me permet du coup d'avoir un regard assez transversal sur justement ce regard qui est posé un peu comme si on devait imaginer ce continent-là sous perfusion. Ce qui n'est pas le cas, en fait, c'est un continent justement que je trouve beaucoup plus inspiré et inspirant, notamment sur la scène internationale. Et il y a cet aspect du coup d'ouverture qui justement est très intéressant pour poursuivre dans l'échange et de mettre en fait des positions équivalentes, en tout cas dans les idées qui sont proposées. Et quand vous dites justement, on imagine toujours un continent sous perfusion. Moi, j'avais été surpris en voyageant. Par exemple, j'avais vu à quel point Air France investissait sur le marché africain. Parce qu'ils ont des projections de développement de chiffres qui sont assez spectaculaires sur le continent africain. Est-ce que vous pensez que c'est aussi ce message-là qu'il faut essayer de porter en disant que ce n'est pas du tout un continent sous perfusion assisté et qui a sa propre dynamique? Est-ce que cette propre dynamique, on la voit déjà maintenant dans la créativité, dans le dessin? Je n'ai pas un regard d'expert sur l'économie, mais je dirais plutôt sur l'aspect culturel. Ouais. On sent que la place, on le voit notamment plus directement, notamment dans le cinéma par exemple, où les questions sont vraiment posées sur cette vision qu'on a aussi, qui doit être un peu réparée, mais qui doit surtout prendre de la hauteur. Et ça, c'est ce qu'on, justement, ces initiatives-là soient encouragées, et j'encourage justement cette voie-là. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Je pense que vu de l'Europe, en fait, on a pas mal de clichés sur l'Afrique. C'est culturel, ce sont des clichés qui sont hérités de l'histoire qu'on a en commun, mais ce n'est pas forcément la réalité du continent. Et je trouve que ce genre d'échange permet aussi au public parisien, par exemple, de découvrir la réalité de l'Afrique contemporaine, qui est loin des clichés, qui est loin de Kirikou, qui est loin de Tarzan et de tout ça, qu'on connaît bien ici. Mais l'Afrique véritable, je pense qu'on ne la connaît pas forcément. Donc c'est peut-être une occasion aussi, à travers ces échanges, de montrer ce qu'est devenu l'Afrique contemporaine. Alors, vous êtes là aussi à cette première table ronde parce que vous participez tous à des ateliers pédagogiques. Je crois qu'il va y avoir une illustration de ces ateliers que vous allez voir sur cet écran. Alors peut-être, je vais demander à chacun de nous parler de son expérience dans les ateliers. Et puis, est-ce que ces ateliers vous ont fait changer vous-même? Qui veut commencer? Alors, effectivement, c'est une expérience vraiment très intéressante parce que le fait d'aller vers un public jeune et de pouvoir échanger autour du dessin de presse, c'est aussi, encore une fois, un moment d'échange. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que des jeunes qui ne sont pas forcément habitués à l'expression par dessin de presse vont à présent s'y intéresser d'une manière beaucoup plus approfondie. Et ils vont même essayer eux-mêmes d'en produire. Et c'est aussi un outil formidable pour parler
des sujets qui les intéressent eux ou qui intéressent notre pays, qui intéressent l'avenir. Donc ça permet de dédramatiser aussi sur des sujets qui peuvent être délicats. C'est pour ça que c'est une expérience intéressante et dans les deux sens. Hein. C'est pas seulement, c'est aussi moi qui m'enrichis grâce à leur présence. Ces ateliers, vous les avez faits uniquement en Tunisie? Pour ma part, oui. Voilà, vous, c'est uniquement en Tunisie. Oui, c'est en Tunisie, absolument. Donc c'était des ateliers. Bon, dernièrement, le sujet c'était sur l'environnement, sur un thème qui s'appelle Dessine-moi l'écologie. C'est un projet avec Solidev, donc Cartooning for Peace. Et ça commence par une exposition qui va être affichée dans les lycées ou dans les clubs où va avoir lieu l'atelier. Et à partir de là, on va pouvoir discuter, analyser un dessin, voir quelles sont les compréhensions, quelles sont les interprétations qui peuvent parfois être différentes, quelles sont les questions. Donc voilà, c'est aussi un moyen d'apprendre la liberté d'expression à travers justement ce média. Mais est-ce que ces ateliers étaient possibles à l'époque de Ben Ali ? Est-ce que c'était possible avant le changement de système en Tunisie? Et puis, est-ce que vous avez l'impression de former peut-être des futurs combattants de la liberté d'expression? Alors, à l'époque de Ben Ali, quand même, le dessin de presse était vraiment, soumis à la censure. Hein. Donc, s'il y avait des dessinateurs de presse, ils devaient respecter, en quelque sorte, une certaine limite. Donc, je ne pense pas qu'il y avait peut-être des ateliers, mais en tout cas... Là, moi, je vais parler de ce que j'ai vécu moi, parce qu'à l'époque, j'en ai pas fait. Donc, Mikaya va réagir juste à cette question-là. Oui, parce qu'il se trouve que mon premier travail de professionnel a été sous Ben Ali. Oui. Donc voilà, c'est pas très propre, mais c'est comme ça. Et effectivement, quand j'ai été convoqué accepté comme dessinateur dans la presse de Tunis, ce journal qui existe toujours, ce grand journal francophone, ma première expérience professionnelle, j'avais 20 ans, j'ai été donc reçu par le rédacteur en chef, qui était très content, qui m'a dit « Ah ben Mikaya, vous êtes un enfant du pays, vous êtes né à Tunis et tout. Donc vous allez travailler pour nous, vous allez nous faire rire. Et là, comme vous le savez bien, la Tunisie est un pays libre, donc vous allez pouvoir parler de tous les sujets que vous voulez, sauf de religion, de sexe et de politique. » Voilà, j'ai fait à peu près ça. Parce que bon, à la limite, le sexe, on n'est pas obligé de faire un dessin sur le sexe. La religion étant inscrite dans la constitution tunisienne, la religion est l'islam. On peut comprendre qu'on n'a pas le droit de s'en moquer, mais quand le rédacteur en chef vous dit pas de politique, voilà. Donc évidemment, sous Ben Ali, c'était peu dire que la liberté était là et il fallait jouer avec la censure qui était forte. Alors, Locke, justement, est-ce que les jeunes Tunisiens ont changé est-ce que vous les avez vus changer? Est-ce que vous-même, vous avez changé en travaillant avec des jeunes Tunisiens? Alors, c'est vrai qu'après la Révolution, on a vu une explosion d'expression, justement, et aussi avec l'arrivée des réseaux sociaux. Donc, tout le monde, qu'il soit jeune ou pas, en fin de compte, a utilisé les réseaux sociaux pour s'exprimer, entre autres. Maintenant, la génération, on est avec une génération qui était vraiment très jeune au moment de la Révolution. Les ateliers, moi, je les fais avec des personnes qui ont peut-être 14 ans, entre 12 et 16 ans. Donc, oui, la révolution tunisienne a déjà 10 ans. Hein. Voilà, c'est ça, 2011. Donc voilà, on est en train d'apprendre tous à utiliser la liberté d'expression. Mais il y a aussi énormément de tabous, il y a énormément même de répression, il y a eu même des violences policières par rapport à des manifestations. Donc on est toujours dans ce chemin un peu sinueux où on essaye d'aller de l'avant, mais on n'y arrive pas toujours, quoi. Mais on essaye de continuer. Alors, je voulais revenir sur la question que vous aviez posée. Est-ce que ça nous a fait changer de faire des ateliers et est-ce qu'on a pu changer des choses? Vous les faites en Côte d'Ivoire, hein? Non, en France et en Côte d'Ivoire. En France et en Côte d'Ivoire, d'accord. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que ça ne sert pas à grand-chose à première vue. Mais je me rappelle, par exemple, moi, mon parcours, c'est un parcours de migrant. J'ai quitté le Congo-Brazza sous la guerre. Je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire vraiment parce que l'avion que je devais prendre partait en Côte d'Ivoire. Et puis, je me suis retrouvé en France plus tard. Et ça, c'est mon parcours personnel. Je n'ai pas forcément
envie de me raconter comme ça au quotidien. Mais je me rappelle que lors d'un atelier, on parlait de l'immigration et j'expliquais mon parcours à des jeunes, à des élèves, et je leur faisais comprendre qu'en fait, je me retrouvais en France, mais que ce n'était pas du tout par choix. Je m'étais retrouvé ici on va dire, porté par les événements, et que finalement, je me suis installé là et j'ai créé mon entreprise ici. Je suis auto-entrepreneur, que je payais mes impôts ici. Mais en racontant mon parcours, en fait, eux se sont rendus compte que l'immigré, c'était pas forcément... Enfin, ils portaient plus du tout le même regard sur l'immigré, je mets ça entre griffes, que celui qu'ils avaient avant. Parce qu'ils avaient avant l'impression que l'immigré, c'est celui qui quitte son pays pour venir en France pour, je ne sais pas, faire du terrorisme ou bien pour voler le travail des Français et tout. Mais en écoutant mon parcours, ils se sont rendus compte que chacun avait son parcours de vie qui pouvait être différent. Et je me rappelle d'une phrase, par exemple, d'un élève qui m'a dit « Je n'aimais pas les immigrés, mais c'est parce que je n'avais jamais pris le temps de discuter avec un immigré. Et en vous écoutant parler, je me rends compte que parfois ils sont là et que ce n'est pas de leur faute. » Et ça, pour moi, je trouve que c'est important parce que expliquer mon parcours ou bien me raconter, si ça peut permettre à des jeunes d'avoir un regard différent, un regard peut-être plus tolérant sur l'immigration, oui, je le ferai, je continue à le faire volontiers. Et moi-même, ça m'a fait prendre conscience aussi que parfois, expliquer son parcours peut être important parce que l'autre en face n'a pas forcément le même regard que nous sur la vie ou sur l'immigration. Donc oui, ça m'a fait changer, mais je sais que ça fait aussi changer les élèves vers lesquels je vais. Donc je pense que c'est vraiment très important. Alors, je ne sais pas si... Du coup, oui, c'est vrai que je pense que de faire vivre le dessin de presse par la pédagogie, par la rencontre, c'est aussi une manière pour moi, en tout cas, de répondre à ce qui s'est passé, notamment sur les attentats de Charlie Hebdo, où on a posé la question du silence, mais pas du dialogue. Ce qui a aujourd'hui flouté un peu, je pense, les conclusions qu'on a pu tirer de ces expériences. Et il y a un peu l'image aussi à déconstruire, je pense, du dessinateur qui est dans sa chambre, qui se permet de critiquer tout le monde et tout, sans forcément avoir une position légitime. C'est de casser aussi ça, d'aller à la rencontre. Et d'un autre point de vue personnel, c'est aussi se nourrir, je pense, des échanges. Et ça construit, en tout cas moi, ça construit mon travail. Ça donne une direction, ça donne un itinéraire, et ça nous permet d'avoir une meilleure perception de ce qu'on peut véhiculer aussi. Mais au moment de l'attentat contre Charlie Hebdo, en quoi ça a été un déclic pour vous personnellement aussi? Ça a joué dans l'engagement de chacun d'entre vous? Moi, oui, personnellement, oui. Ouais. C'est-à-dire en quel sens? Vous êtes dit, il faut monter au front, il faut y aller, J'étais dans l'exercice d'un dessin de presse, je m'en souviens très bien. Du coup, c'était assez surprenant d'imaginer que ça pouvait prendre autant d'ampleur subitement, même s'il y avait déjà des indicateurs assez précis, je dirais. Ça amène quand même à devoir changer son format. Là, le format, c'est pas de se contenter de dessiner, c'est de faire vivre ce métier. Et d'aller rencontrer les jeunes dans les ateliers, ça fait partie du boulot. Peut-être rencontrer même des publics qui ne sont pas attendus, justement. Ouais, c'est ça. Notamment, on peut mettre en lumière le travail de cartooning, qui est d'ouvrir le dialogue, justement, dans des zones où il y a peut-être potentiellement cette fermeture. On travaille dans le carcéral, on travaille auprès de l'éducation nationale, on travaille dans les milieux populaires, on travaille aussi à l'étranger. Et tout ça réuni, ça donne quand même une vision avec de la hauteur. Oui, je me souviens de ce que disait Jean Plantu après les attentats de Charlie, en disant je me retrouve confronté à des jeunes qui me disent « je ne suis pas Charlie », alors que le monde entier, on pensait, nous, que le monde entier disait « je suis Charlie ». En général, quand on est blessé, on a besoin d'expulser un peu ce qu'on ressent. Et ce qui a été posé quand même auprès des jeunes, c'est d'abord de se taire. Et ça a été, je pense, une erreur dans l'approche qu'on a dû avoir sur le côté émotionnel, je pense, de tout ça. Justement, c'est ce qu'a dit tout à l'heure CAC. N'oublions pas que cet aspect pédagogique, véritablement, de Cartooning for Peace a pris son ampleur après, comme tu l'as dit, les attentats de Charlie Hebdo. Et c'est très important, ça. Pourquoi? Parce que ça a changé la donne. Jusqu'à maintenant, il y avait des dessinateurs qui faisaient leur métier. Et quand Cartooning for Peace, comme on l'a dit, travaillait avec des dessinateurs qui avaient des problèmes dans le monde entier, on voit bien que c'était souvent dans des dictatures ou des pouvoirs persécutés, le dessinateur de presse qui est là pour dénoncer et dire des choses qui ne vont pas. Et puis là, tout d'un coup, en plein Paris,
hein, des gens, tuer des dessinateurs. Donc ça a changé la donne. Le fait qu'à un moment donné, l'éducation nationale se tourne vers Cartooning for Peace en demandant est-ce qu'il y aurait des dessinateurs qui accepteraient de venir faire de la pédagogie, bon, ben, on a répondu présent, d'abord parce que des collègues et des amis sont morts, deuxièmement parce qu'on a pris conscience face à ça qu'il y avait à l'intérieur des collèges et des lycées des réactions qui étaient absolument assez inattendues, justement de rejet, en disant que c'est très bien, il fallait faire ça. Donc tout ce travail a été de dire quoi, pourquoi quand on y va, quel est notre but? Notre but est essayer de libérer leur parole, qui d'ailleurs se libère très facilement, savoir ce qu'ils pensent de tout ça, y compris des attentats de Charlie. Et on voit que même s'ils ont des fois 15 ans, 16 ans, donc ils étaient assez jeunes, ils ont tous une idée bien précise, et essayer de déstructurer certaines évidences pour eux parce qu'ils ne comprennent pas, ou ils ne connaissent pas, ou ils ont entendu dire des choses. Voilà. Donc il s'agit d'essayer d'abord de les écouter, essayer de voir un petit peu où ils en sont, et essayer aussi d'apporter à la fois notre expertise, mais surtout le fait de se dire, bien, qu'est-ce que vous connaissez de cela, qu'est-ce que vous pensez que ça, et essayer de comprendre ce qu'est une république démocratique, laïque, qui fait que, par exemple, en France, à la différence d'un pays comme la Tunisie, j'ai le droit au blasphème, c'est-à-dire le blasphème, se moquer du sacré. Et on en est à ce niveau de pédagogie, d'expliquer beaucoup de mots. Pourtant, les professeurs font un travail remarquable, hein, mais il manque de temps. Mais effectivement, l'idée de se dire que, par exemple, quand on pose une question, ce serait souvent c'est quoi un blasphème? Ce que j'entends, moi je fais beaucoup la majorité de mes ateliers, c'est en France, j'entends, c'est se moquer des musulmans. Intéressant. Qu'est-ce que le blasphème? C'est se moquer des musulmans. Donc déjà leur expliquer que le blasphème, c'est se moquer du sacré, de tous les sacrés, et faire une pédagogie comme ça, à pied. Et alors si on doit parler d'une expérience personnelle, bien sûr, on fait ça à la fois dans un premier temps, on l'a fait, je dirais, de façon empirique, parce qu'il y avait un besoin et parce que des amis sont morts pour que nous soyons tous essayer d'être libres d'expression. Mais ce qui est très fort, c'est en voyant ces échanges, bon, il y a à la fois quelque chose de vitalisant et en même temps, il faut être honnête, un peu d'inquiétant, parce que quand on voit ce qui se dégage sur les années, plus maintenant avec l'assassinat de M. Paty, qui fait que maintenant, certains profs se posent la question de savoir, faut-il continuer à aborder ces sujets avec nos élèves? Donc on peut comprendre qu'ils aient peur. Donc ces ateliers sont, à mon avis, de plus en plus nécessaires, de plus en plus présents, et il y a une vraie demande. Et c'est vrai que plus on arrive à toucher dès le départ des jeunes, on peut essayer, en tout cas, d'apporter des lumières précises sur des instants. Et souvent, on voit quand même en réaction, ah monsieur, j'avais pas vu ça comme ça. Donc on se dit qu'on n'a pas trop perdu son temps. Est-ce que, pour vous, Mickaël, il faisait allusion sur défendre les valeurs de la République, la laïcité, ce genre de choses, ce corpus de valeurs. Est-ce qu'elles ont un caractère forcément universel? Et puis, est-ce que l'humour aussi est universel? Est-ce qu'il n'y a pas une différence à faire là? Alors, c'est une question un peu compliquée, mais je voudrais que chacun réponde à sa façon. C'est une double question. En fait, il y a différentes formes d'expression de l'humour. Donc, si on parle des dessins de presse, il peut y avoir des dessins de presse qui vont utiliser une langue, des dessins de presse qui vont être muets. Donc déjà, vous avez la distinction. Les dessins de presse muets peuvent avoir un côté beaucoup plus universel parce qu'ils vont utiliser des codes que tout le monde peut comprendre. Par exemple, je vais dire n'importe quoi. Vous avez un globe terrestre. Bon, bah, c'est la Terre. Tout le monde va comprendre. Après, peut-être qu'il y en a qui vont être offensés parce qu'ils pensent que la Terre est plate, évidemment. Donc là, on va en vexer certains. Bon. Mais, et puis si on place l'Europe au centre du globe et pas... En plus. Donc, après, ce qui est devenu vraiment universel, c'est aussi le mode de diffusion. Donc, à partir du moment où vous avez des dessins qui sont au départ vus par un petit nombre de lecteurs ou un grand nombre, selon le lectorat de tel ou tel média, et qu'il est d'un seul coup projeté, c'est-à-dire diffusé, partagé, qui devient viral, etc., on ne s'adresse plus au même public, en quelque sorte. Ça touche tout le monde, en fin de compte. Donc là, vous avez des retours qui peuvent être différents en fonction de la personne qui le voit. Et il y a aussi le danger de l'instrumentalisation et
Mais est-ce que c'est pas ça qui a tout changé ces dernières années? Le fait qu'avant, vous faisiez votre dessin et vous étiez dans votre... Alors on parle des zones de confort, j'utiliserais plutôt l'expression de zone de valeur, quoi. Vous étiez dans votre zone. Puis là, maintenant, votre dessin, il passe des frontières. Il passe des frontières invisibles, mais elles sont réelles. Oui, absolument. C'est par exemple, là, c'est un petit peu ce dont je parle dans ce dessin, par exemple, qui évoque l'assassinat de Samuel Paty. Et en fin de compte, qu'est-ce qui l'a déclenché? C'est une campagne qui a été instrumentalisée, une incitation à la haine, en quelque sorte, et ce genre de choses. Donc finalement, on part d'un fait qui est un professeur qui fait son métier, tout simplement, qui fait son job, quoi, et qui le fait certainement très bien. Et à partir d'une histoire qui est complètement aussi affabulée, enfin, il y a eu plein de trucs autour de ça, on se retrouve avec un professeur assassiné. Donc, c'est vraiment... ça dépasse vraiment le simple cadre de l'école, là. Alors, quand on me demande est-ce que l'humour est universel, j'ai envie de répondre non. L'humour n'est pas universel simplement parce que la culture n'est pas universelle. Je pense que l'humour dépend de la culture déjà, et il y a des critères, il y a des symboles qui sont culturels. Par exemple, certains dessins, déjà dans le dessin de presse, on utilise beaucoup les couleurs, on utilise beaucoup les symboles. Certains symboles ne veulent pas dire la même chose d'un pays à l'autre ou d'une culture à l'autre. Donc on pense qu'on va faire rire la terre entière en utilisant telle image, telle couleur ou tel symbole, alors que ce n'est pas forcément le cas. Le rire est universel, oui, mais l'humour, non, je ne pense pas. Ça dépend des spécificités de chaque culture. Ah ben, je pense qu'il n'y a rien de moins subjectif que l'humour. L'humour est très très subjectif. On le sait sur plein d'autres choses. Et c'est valable pour le dessin de presse. Donc à partir du moment où on sait ça, on sait que l'humour est subjectif, ça va dépendre de chacun de nous. On ne peut pas imaginer 5 secondes, effectivement, faire un dessin qui va faire sourire, évidemment, pas la terre entière, même pas une salle entière. Donc ça veut dire quoi? Nous avons maintenant un changement, comme tu l'as dit très, très justement. Nos dessins peuvent se retrouver partout dans le monde. Est-ce à dire que parce que nos dessins vont se retrouver partout dans le monde, on va trouver un humour qui va plaire à tout le monde? On sait que non. C'est fatal. Donc, que faire? Si on commence à se dire ce dessin va être vu ailleurs et risque de susciter des réactions, etc., c'est la fin même de notre métier, parce que ça veut dire qu'on va s'auto-censurer à tous les niveaux, quel que soit ce qu'on va faire. Donc, il y a effectivement un désir très fort quand on est dessinateur de presse. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est qu'en général, un dessinateur de presse, il ne faut pas l'oublier, c'est ce qu'on rappelle aussi dans ces ateliers pédagogiques, c'est qu'un dessinateur de presse ne se réveille pas en disant un matin je vais insulter des gens, hein, je vais essayer de... Non, il se réveille en disant quelle est l'actualité. Et on a la prétention, on va dire, de donner notre avis, notre sentiment sur des actualités. C'est bien pour ça que souvent les gouvernements des pays dans lesquels se passent ces actualités ne sont pas très contents. Et ils ne voudraient pas qu'on essaye de fouiner. On a cette prétention-là, on a la prétention en plus, effectivement, d'essayer de faire sourire. C'est subjectif, mais on essaye. Ce travail que nous faisons, on le fait à partir d'une information, c'est-à-dire de quelque chose qui se fait pour la majorité des dessinateurs de presse. Donc si par exemple, il y a des attentats qui se font au nom d'un dieu, s'il y a des attaques qui se font contre des démocraties, contre de la laïcité, le travail du dessinateur est de réagir. Donc entendre dire à un moment donné, vous parlez trop d'un sujet ou vous êtes trop sur cela, c'est pas recevable, puisque l'idée est de se dire que d'une certaine manière, c'est pas nous qui créons nos sujets. Donc ça, c'est très important. On n'arrivera jamais à plaire à tout le monde. Il y a des gens qui détestent le dessin de presse, parce que rappelez-vous qu'un dessinateur de presse, le dessin, c'est la liberté, hein. Le dessin, c'est la liberté, c'est-à-dire cette grande liberté que nous prenons de rire de choses qui ne sont pas drôles. Nous prenons la liberté de rire des choses qui ne sont pas drôles. Et je peux vous dire que les censeurs détestent cette liberté-là. Donc ça, c'est très important. Donc si on nous enlève cette liberté, c'est une liberté qui est la liberté d'expression que nous avons. Et si on arrête cela, si on se dit, on y reviendra sûrement, mais n'oublions pas que nous avons entendu, après les attentats, oui, nous sommes Charlie, bien sûr. Oui, mais c'est sûr, c'est pas bien. Mais enfin, vous avez qu'à arrêter de dessiner. Pourquoi vous les excitez? Donc voilà. Mais
ça fait 2 fois que vous utilisez le terme de laïcité comme étant une des valeurs universelles. Vous en êtes certain ? Alors certains, la certitude, ce n'est pas totalement mon fonds de commerce, je suis plutôt dans le doute, mais disons qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que j'ai vécu dans des pays où la laïcité n'était pas présente. Je rappelle ce que c'est la laïcité, parce que pareil aussi, hein, chez les jeunes, quand on demande qu'est-ce que c'est d'être laïque, j'entends souvent c'est ne pas croire en Dieu. Ouais, Voilà, donc ça pose un problème, même si les professeurs font beaucoup de travail. Hein. Ils essayent, mais bon, voilà, ça reste... Donc voilà, la laïcité, c'est quoi? Je viens d'un pays où je ne pouvais pas faire une caricature du président, je ne pouvais pas me moquer de la religion. Quand la religion, il fallait s'en moquer. Hein, quand il y a de la tartufferie, quand il y a des gens qui sont hypocrites, etc., c'est un travail. Donc je pense, vivant en France maintenant, je pense que vivre dans un pays où je peux critiquer la religion quand la religion s'immisce dans la politique et quand la religion est là plutôt pour poser des problèmes, soit parce que ces dirigeants font de la politique, soit parce qu'ils ne suivent pas leurs propres règles morales qu'ils veulent nous imposer, je pense que cette liberté, cette laïcité est indispensable. De là à aller faire la guerre pour aller l'imposer de force dans d'autres pays, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, dans le pays où je suis actuellement, je vis beaucoup mieux que dans un pays où il n'y a pas de laïcité. Bloch, vous voulez réagir? Alors, en Tunisie, c'est pas un pays laïque, hein, puisque même s'il y a des forces qui ont voulu militer pour que l'État soit laïque, c'est inscrit dans la Constitution, déjà dans le premier article, que l'islam est la religion de l'État, d'une part, et ensuite, dans un autre article qui est l'article 6, même si la Constitution consacre la liberté de croyance et la liberté de conscience, elle indique aussi que l'État défend le sacré et qu'il interdit en quelque sorte l'attaque au sacré. Donc là, forcément, même si c'est aussi dit que c'est un État civil, donc vous voyez que la Constitution, elle dit beaucoup de choses, mais elle se contredit en même temps. Donc en fin de compte, c'est aussi selon qui va diriger, qui va avoir le pouvoir, qui va exercer une censure ou pas. Donc, il y a eu des événements, en fin de compte, où l'expression a été attaquée parce que, soi-disant, c'était du blasphème, comme une exposition qui a eu lieu en Tunisie, où il y a eu toute une campagne contre les personnes qui ont participé à cette exposition, et il n'y avait même pas d'œuvre vraiment blasphématoire, en fait. Donc c'est vraiment c'est sur un fil en Tunisie par rapport à ça. Hein. On ne peut pas dire que la laïcité, elle est universelle par rapport à la Tunisie, en tout cas. Yes. Parce que tout à l'heure, en discutant, préparer ce débat, vous disiez que quand vous allez au Maroc, vous amorciez l'échange avec les jeunes avec un thème précis. C'était quoi cet exemple ? Oui, donc tout à l'heure, j'ai évoqué l'idée qu'à travers certaines thématiques, on pouvait ouvrir justement un cheminement sur d'autres principes tels que celui de la liberté d'expression. L'idée, c'est d'amener en fait les mentalités à évoluer, mais avec du temps. Et ça, je pense que le côté immédiat, c'est un peu le problème de notre société. C'est qu'il faut essayer d'amener les choses en portant des idées claires, avec lesquelles on a vraiment un besoin viscéral de mettre ça en avant. Mais en général, je pense que les problématiques sont assez distinctes en fonction de la zone géographique de là où on vit. On peut trouver ça assez drôle en France que quelqu'un voit un dieu dans un dessin. Enfin, c'est assez surprenant pour une société qui a dans l'idée de séparer le religieux et la philosophie. Nous, on a comme principe de mettre en avant un esprit critique qui ouvre des voies. Ensuite, on ne peut pas organiser le changement, on ne peut pas répondre à tout le poids de ce que peut représenter l'extrémisme, ce que peut représenter toutes les manipulations qui peuvent exister. Ce qui compte, c'est de nourrir cette réflexion. Oui, mais pour lancer le débat, pour amener à cette réflexion, vous expliquiez tout à l'heure que vous commenciez, non pas en arrivant en disant « je vais vous parler de laïcité », mais je vais vous parler de l'environnement. C'était la porte d'entrée, c'est ça, pour avoir un échange qui se construit et la confiance qui s'établit. C'est ça la technique en atelier? Peut-être que l'écologie n'a pas vocation à être enfermée dans un ministère, par exemple. Ça peut être quelque chose qui peut être qu'on assimile un peu dans un tout. Et on peut arriver forcément à déclencher des réflexions qui vont sans doute porter vers d'autres choses. En tout cas, s'investir sur un terrain neutre, c'est une manière aussi de pas forcément éviter les balles, mais de se mettre dans l'idée qu'il y a des chemins possibles.
C'est-à-dire que quand vous dites... Alors, terrain neutre, l'écologie n'est pas forcément un terrain neutre, mais en apparence, ça l'est un peu plus que la laïcité. C'est bien ça? En tout cas, elle imprègne moins le côté affectif sur ce qui peut être, je dirais, la sphère intime. Et là, on peut permettre, du coup, parce qu'arriver tout de suite sur la sphère intime, je trouve que c'est assez brutal, en fait. C'est pas de la lâcheté, c'est une question de dire que si on veut vraiment voir les choses évoluer, il faut trouver des entrées. Et à chacun d'y trouver la sienne, en fait. Moi, j'en ai plein d'autres, mais dans des zones où le prisme religieux est omniprésent et a un poids plus important, ça paraît un peu, je dirais, romanesque d'arriver en disant qu'on va bousculer tout ça et que juste parce qu'on fait des dessins et qu'on a raison, on peut arriver à dire à quelqu'un qu'il est dans l'erreur ou qu'il doit changer. Ça, tout le monde doit changer. Vous voulez réagir? Tu as raison. Je veux dire, on n'est pas là pour imposer un mode de vue non plus. On est là justement pour essayer d'entrouvrir des portes ou de donner des petites clés qui vont permettre à ces jeunes de voir d'autres manières de réfléchir, en fait, ou même de trouver un chemin pour analyser les choses de façon critique ou de façon en utilisant l'humour et tout ceci. Donc, c'est vraiment pas d'imposer, de leur dire ce qu'ils doivent penser. C'est plutôt de leur dire comment ils vont réussir à penser par eux-mêmes, peut-être, ou à s'informer, à élargir leur champ d'information, à rechercher, éviter les fake news. Oui, mais alors, je vais parler de ma petite expérience personnelle. Quand je me souviens, au début d'Arte, on avait des discussions avec des journalistes allemands c'était la guerre en Yougoslavie, qui nous expliquaient la guerre c'est moche. Ok. Bon. Excusez-moi, c'est un peu enfoncer une porte ouverte que de dire que la guerre c'est moche. Quand l'environnement, ça doit être protégé. Ok, on le sait que c'est l'environnement, ça doit être protégé. D'accord. Donc, est-ce que c'est pas un peu facile, voire un peu fade? C'est-à-dire, est-ce que le dessin de presse ne doit pas, au contraire, par nature, choquer, provoquer? Mais là, c'est deux choses différentes. On parle, je pense, d'un atelier et de notre travail de dessinateur de presse. Donc un atelier, la base, on ne va pas arriver avec justement une kalachnikov morale en leur disant « vous devez penser ça, vous êtes des nuls, etc. » Non, c'est exactement l'inverse. On doit essayer de comprendre, et ce que tu dis, de se dire, on ne va pas leur donner une façon de penser, on va juste essayer de leur dire où vous en êtes. Ça, c'est une chose. Par contre, dans notre travail de dessinateur de presse, là, je pense que c'est là où il faut le plus possible. D'ailleurs, chacun avec son style. Ce qui est extraordinaire, c'est cette différence de style qu'on peut trouver avec des mêmes sujets et se dire comment chacun va essayer de faire ce métier-là. Donc là, justement, on ne doit pas avoir de limite. Parce que la limite, si on commence à se limiter dans notre travail de dessinateur de presse, ça pose un problème, surtout si cette limite va être en fonction des autres. Comme on l'a dit, c'est juste pas tolérable. Il y a juste... Parce que ça aussi, c'est une question qui revient assez souvent. Vous, les dessinateurs, pourquoi vous auriez la liberté complète, la liberté d'expression en France, par exemple? Et je leur rappelle que, bien heureusement, nous, dessinateurs de presse, nous n'avons pas la liberté complète, même en France. Et là, ils sont assez étonnés. Mais oui, nous ne pouvons pas tout dessiner. Nous avons une limite, c'est la loi. Par exemple, je ne peux pas faire un dessin avec un barbu et écrit au-dessus « Mort aux Arabes ». Je ne peux pas faire un dessin avec une caricature d'un juif en disant « tous les juifs au four ». C'est interdit par la loi. Incitation à la haine raciale. Quand ils apprennent que déjà il y a des limites, ça c'est un truc qu'ils ne savent pas. Mais ce sont des limites qui sont fixées non pas par un groupe religieux, non pas par des gens qui vont décider sur Internet que ce que vous faites est passible de mort parce que ça les choque, mais ça va être décidé par une loi spécifique bien claire qui consiste à te dire aucun dessin ne va être une incitation à la haine. C'est pour ça qu'il y a des spectacles qui sont des incitations à la haine qui sont parfois censurés. Et un dessin qui serait comme ça, un dessin antisémite comme il existe dans d'autres parties du monde, où il y a même des caricatures de dessins antisémites, heureusement ce n'est pas possible en France. Donc cette liberté que nous avons d'expression qui concerne d'ailleurs tout le monde, elle est passionnante, elle est très forte, il faut la conserver. Il faut lutter parce que ce n'est pas acquis, malgré les apparences. Il y a des gens qui travaillent contre cette possibilité de s'exprimer, par rapport évidemment au sacré, par rapport à l'islam radical, parce que c'est ça qui en ce moment pose un problème. Il y a des gens qui font des attentats en criant Allahu Akbar, c'est une réalité.
Et il y a des gens qui vous disent, notre religion, puisque nous c'est sacré, par exemple, ne pas représenter le prophète, ne pas se moquer de la religion, puisque c'est sacré pour nous, cela doit être sacré pour vous. Donc quand c'est posé comme ça, il faut lutter, en espérant ne pas se faire effectivement égorger ou kalachnichoker la tronche. Mais en attendant, c'est une lutte qu'on doit mener, pour tous. En atelier, en fait, l'objectif, c'est de faire comprendre aux jeunes l'importance de la liberté d'expression. Il faudrait qu'ils arrivent à utiliser leur liberté d'expression. Alors, ça peut paraître bizarre, mais beaucoup de jeunes se disent que ça ne sert à rien de parler, en fait. Que, quel que soit ce qu'ils disent, de toute façon, ça n'ira nulle part. Alors, en atelier, on leur fait comprendre que c'est nécessaire, déjà, de parler, d'avoir une parole libre, d'avoir le droit de dire ce qu'ils veulent, mais aussi de savoir écouter l'autre. Parce que l'écoute, dans le respect, c'est ce qui favorise le meilleur des dialogues. Donc, en atelier, on essaie de leur faire comprendre ce genre de choses. On ne vient pas leur dire, voilà, c'est ceci qui est bien par rapport à ceci qui est mal, mais on les laisse parler, on les laisse s'exprimer, on les laisse donner leur point de vue, en sachant que la liberté d'expression, elle a quand même ses limites. Et la limite, je pense que c'est le respect qu'on porte à l'autre, simplement. Et quand ils ont compris ça, déjà, leur point de vue sur le dialogue, sur le débat, a un peu changé. Il a un peu évolué. Alors, on les laisse donner leur point de vue. Mais si leur point de vue, c'est de dire que les femmes doivent rester à la maison, ne rien faire, ne pas bouger et rester enfermées, vous faites quoi? Justement, ils peuvent avoir des points de vue bien tranchés. Mais à ce moment, il faut leur faire comprendre que ça ne reste que leur point de vue. Leur point de vue n'est pas au-dessus de la loi. Leur point de vue n'est pas au-dessus du droit. Et donc, quel que soit le point de vue qu'ils ont, ils doivent quand même se conformer à la loi, au règlement et au respect de ces lois, au respect des règlements, au respect du mode de vie. Par exemple, si c'est en France, le mode de vie français qui interdit ce genre de comportement. En fait, moi, je rebondis sur ce que tu dis, Willy, parce que c'est aussi l'occasion, quand il y a des avis tranchés, justement, comme ça, pendant l'atelier, de pouvoir confronter ces idées différentes et de pouvoir faire en sorte qu'il y ait, c'est ce qu'on appelle le débat mouvant, donc que les partis opposés puissent s'interconvaincre, en fait, avec des arguments, et ensuite passer d'une ligne à l'autre. Et ça permet justement de développer des arguments, de leur apprendre à développer des arguments pour convaincre l'autre. Tout ça dans une discussion quand même pacifique, quoi. C'est-à-dire, on ne cherche pas au contraire, on veut que ce soit un dialogue. Est-ce que vous avez l'impression d'arriver à quelque chose? C'est-à-dire, votre objectif est-il justement de leur faire comprendre qu'il y a des valeurs universelles? Est-ce que vous avez l'impression d'arriver à quelque chose par ces ateliers pédagogiques? Oui. Je pense, oui. Par exemple, à travers le débat mouvant, qu'est-ce qu'on constate? Ils peuvent avoir un point de vue bien tranché, mais en écoutant les arguments du camp adverse, ils arrivent à changer, à modifier, eux, leur idée sur le sujet, par exemple. Et donc, effectivement, dans le débat mouvant, c'est un débat d'idées. Donc, il y a deux camps, celui qui est pour telle idée, celui qui est contre. Et ils essaient de se convaincre à coups d'arguments et d'attirer à eux on va dire les convertis, ceux qu'ils auraient pu convaincre. Alors on voit lors des débats mouvants, on voit qu'il y en a qui sont un coup ils sont à gauche, un coup ils passent à droite, un coup ils reviennent à gauche, un coup ils reviennent à droite. Et qu'est-ce qu'on retient de ces débats mouvants? C'est que l'opinion, en fait, elle dépend de quoi? Elle dépend des arguments qu'on a, elle dépend de la connaissance du sujet qu'on a. Et parfois, on a une opinion sur un sujet qui est totalement fausse, simplement parce qu'on n'a pas la bonne information. Et ça, ils arrivent à le comprendre lors des ateliers, lors, par exemple, du débat mouvant. Yaz, est-ce que vous avez l'impression que, là aussi, vous arrivez à faire évoluer les choses par vos interventions, que ce soit en France ou au Maroc? Je pense que les dessinateurs ont à peu près, toutes les mêmes similitudes dans ce qu'on reçoit avec les jeunes. C'est qu'au début, on part d'un « je ne sais pas dessiner », le fameux, et puis derrière, où j'ai pas d'avis là-dessus, ou je sais pas, enfin, il y a une multitude de réactions, mais en général, il se passe énormément de choses dans un atelier. C'est la mesure du temps. Entre le début et la fin, il y a eu plein de choses.
Et c'est ça qui est intéressant, en tout cas, dans l'approche qu'on a et qu'on continue d'avoir, c'est de pouvoir les amener à s'exprimer avec des mots et de les orienter justement à trouver la bonne information. Parce que du coup, l'éducation aux médias, c'est quand même assez important dans ce qu'on fait, en tout cas dans la pédagogie avec eux. C'est de trouver du coup une démarche qui leur permet d'avoir un raisonnement viable et en plus avec des sources bien identifiées. Et ça, c'est vraiment important pour qu'ensuite ils puissent être amenés à débattre et avoir, comme disait Willy, de la cohérence dans ce qu'ils veulent apporter comme argument. Mais vous-même, et puis après, on va écouter vos collègues sur cette question-là, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments de découragement? Vous êtes sortis à la fin de certains débats en disant on recule. Moi, non, en général, même si j'ai eu des expériences assez sont toutes différentes en soi, mais parce que les individus pensent tous différemment, et c'est juste qu'on a à chaque fois des réactions qui sont, moi, je trouve, une progression dans l'échange. C'est ça qui m'intéresse. Tant que je sens ça, moi, ça me va, qu'il soit 1, 2, 3, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est que quand on est confronté à eux, on en profite. Nous, je pense que tous les dessinateurs sont assez engagés à donner le meilleur quand ils sont présents, parce que c'est une vraie démarche, et que peu importe l'individu qu'on peut avoir en face, l'idée, c'est d'opposer des arguments et de confronter, du coup, les interprétations, et nous, de proposer notre regard, ce qui reste totalement personnel dans l'approche. Mais on a l'impression que quand vous en parlez, que moi j'avais tout d'un coup ce flash, vous voyez comme un boxeur qui monte sur le ring, en disant allez on y va. Bah, c'est un peu ça au tout début quand même. Faut se dire que c'est pas un sujet que tout le monde aborde déjà facilement. Donc remettre cette chape sur les jeunes, c'est un peu une forme pour moi de découragement des adultes déjà, de remettre un peu trop d'espoir dans l'idée que les jeunes vont avoir une émergence d'idées avant-gardistes, etc. Non, ils font le travail de maturation comme nous on aurait pu le faire avant. Et l'idée, c'est de les amener à trouver par eux-mêmes des réponses, des mots. Moi, je fais beaucoup l'effort de ne pas donner tous les mots et justement de les amener à ce qu'ils donnent leurs propres mots dans les décryptages qu'ils peuvent faire des dessins. Et c'est plus intéressant à vivre et à partager, justement. Mika, il y a des moments de découragement? Non, enfin, c'est jamais un atelier par lui-même avec justement cette progression dont tu parles, qui est décourageante, quelle que soit la situation. Ce qui peut être... en revanche, parfois décourageant et je dirais inquiétant, c'est que quand je vous rappelle que nous sommes des dessinateurs de presse et nous ne sommes pas des pédagogues à la base, ce n'est pas notre métier. C'est la vraie question qui est des fois un peu décourageante, c'est qu'on soit 5 ans ou 6 ans après les attentats de Charlie en train de continuer à faire ces ateliers et de constater, puisque à chaque fois, année après année, on a quand même des nouvelles générations de gamins, voilà, si on a par exemple des quatrièmes ou des secondes, c'était ceux d'avant, quand on retourne, et de voir qu'il n'y a pas de progression véritable par rapport à ça. Donc, individuellement, dans chaque cours, à chaque fois, c'est jamais décourageant parce que véritablement, quand on voit les yeux qui brillent, quand on voit des élèves qui vous disent « Ah, j'avais pas vu ça comme ça », voir ensuite des échanges de messages, etc., où il y a quand même quelque chose qui se fait, sauf qu'on se dit « Mais c'est incroyable qu'on soit obligé de repartir à chaque fois d'aussi bas », et avec justement alors le découragement parfois, et il faut pas céder à ce découragement, c'est de se dire qu'il y a un problème parce que quand même on sent pas globalement des générations qui arrivent avec une transformation d'opinion. Je sens moi personnellement même de la radicalisation de plus en plus forte. Donc ça c'est alors ce qui rend notre travail à la fois certes peut-être c'est très peu, mais en même temps, je pense, important, puisqu'on se dit il faut continuer, il faut continuer. Voilà. Et alors, il y a de temps en temps cette idée effectivement, de montagne de sable qu'il faut enlever tout doucement. C'est devenu sulfureux. C'est devenu sulfureux. Et après, nous sommes tous des êtres humains. Je pense, voilà, on n'a pas envie de devenir des martyrs laïques. Pour reprendre une expression chère à mon cœur. Et c'est vrai, pourquoi? Parce que, sauf que maintenant, même en milieu scolaire, on s'est retrouvé avec une décapitation. Donc je peux vous dire que quand même, il y a des moments, moi j'ai des élèves dans certaines écoles qui de façon provocante, me disent, non pas avec empathie, mais de façon provocante, alors monsieur, on n'a pas peur de finir comme monsieur Paty? Donc quand on a ça, il y a une part effectivement c'est une volonté de... Bon, et quand je lui dis, mais si tu étais à ma place, et qui me répond, si j'étais à votre place, monsieur, moi j'aurais peur.
Donc voilà, à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez? On essaye de continuer en essayant de garder un peu d'humour, mais bon, c'est pas facile. Yes. Après, c'est à nous de toujours d'être incisifs dans nos réactions, hein. Enfin, on peut avoir peur, mais on n'a pas forcément envie d'être lâche non plus. L'idée, c'est vraiment d'aller au-devant des questions. Et d'ailleurs, la réflexion que j'ai sur ces questions autour de la liberté d'expression, c'est que préserver cette liberté, c'est pas quelque chose qui, par nature, reste définitif. C'est quelque chose qu'il faut absolument préserver et lutter pour le préserver. Donc, c'est une forme toujours d'affirmation constante sur ces questions importantes qui sont de définir ce droit et d'amener du coup les gens à aller vers ça. Et ça, c'est plutôt que de se fermer. On a exploré toutes les limites de la loi, mais on n'a pas forcément exploré le possible de cette loi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore des zones d'exploration qui sont méconnues, qui sont encore à nourrir en fait. Et je pense que les générations qui suivent sont là aussi pour proposer des visions qui sont peut-être plus intéressantes ou plus poussées. Alors, moi, je pense qu'il y a eu un avant Charlie dans le monde du dessin de presse. Il y a eu un avant Charlie et il y aura un après Charlie. Et les générations qui viennent après Charlie ont une opinion assez particulière du métier de dessinateur de presse. Parce que la question revient souvent, à savoir, les jeunes se demandent souvent pourquoi le dessinateur de presse se positionne souvent comme un pyromane. Ils ont l'impression que être dessinateur de presse, c'est être pyromane. Alors, il y a ce besoin de leur expliquer que le dessinateur de presse n'est pas le pyromane, que ce n'est pas forcément celui qui vient mettre du poil à gratter là où ça fait mal ou là où ça pique. Il y a ce besoin d'expliquer aux nouvelles générations quel est le métier de dessinateur de presse. Et ça, je pense que c'est malheureusement une conséquence de l'après-Charlie. Alors, le découragement peut-être venir de là, mais après les ateliers, je pense que le message est passé en général et on se rend bien compte que c'était nécessaire quand même d'aller à la rencontre. Mais ce travail d'information, je crois qu'il est nécessaire et qu'il risque d'être nécessaire encore sur un certain nombre d'années. Et justement, un atelier en Afrique ne sera pas évidemment fait la même chose qu'en France, puisque justement, il y a des spécificités, il y a des choses. Mais si on parle de ceux qui se font en France, on comprend bien qu'à un moment donné, quand en face de nous, il y a des personnes qui cherchent véritablement donc, à agiter une espèce de chiffon rouge devant les dessinateurs, c'est là où on doit se défendre. Parce que soyons clairs, pour l'instant, que l'on aime ou qu'on n'aime pas le gouvernement actuel, nous avons la chance en France de vivre dans un pays où l'État défend les dessinateurs de presse. L'État défend la liberté d'expression, ce qui n'est pas le cas dans certains pays où, justement, on disait tout à l'heure, on voyait bien que le propre État condamne les dessinateurs. Donc nous avons cette chance. Mais en revanche, ce qu'on est en train de voir, et ça se voit justement avec les jeunes dans l'atelier, c'est qu'on est en train de perdre petit à petit, je dirais presque une opinion publique qui est montée aussi. Il y a des gens qui travaillent en disant, regardez, toutes ces histoires, s'il n'y avait pas de dessinateur, si vous arrêtez de dessiner, il n'y aurait pas ça. Et ça, c'est un danger. Et quand je parle de tout cela avec les élèves ou ailleurs, je rappelle par exemple que si les dessinateurs de Charlie ont dessiné le prophète et ils en sont morts, je rappelle que, par exemple, aucun des personnes qui étaient au Bataclan, l'attentat de Nice, etc., n'ont jamais dessiné le prophète. Donc on comprend bien que même si demain, nous, on décidait collégialement, ah ben écoutez, vous allez voir, on va tous s'arrêter de dessiner et il n'y aura plus d'attentats, on sait très bien que tout ça est faux. Et ils sont en train de monter l'opinion publique contre les dessinateurs et on retrouve cette petite musique 6 ans après, depuis M. Paty. Mais pourquoi M. Paty s'obstine-t-il à montrer des caricatures? Pourquoi vous vous obstinez à parler de liberté d'expression? Pourquoi, après tout, est-ce le sujet? Mais je crois que oui. Oui, mais alors juste... Mais justement, face à ce risque, est-ce qu'il n'y a pas... Non, face à ce constat, est-ce qu'il n'y a pas un risque qui est celui de l'autocensure? C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression en France, on faisait la différence entre ce qui se passe en France et ce qui peut se passer dans d'autres pays. J'ai même l'impression qu'en France, on se sent beaucoup plus libre de caricaturer. Je vais être très concret. Un évêque, un curé pédophile, qu'un imam terroriste. Alors, je sais qu'en disant ça, je provoque en disant ça. Mais il n'empêche que, je pense qu'aujourd'hui,
on marche sur des œufs quand on est par rapport à certaines personnes, certains sujets. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, que vous marchez sur des œufs? Oui, mais en même temps, jusqu'à maintenant, pour l'instant, on n'a pas eu des Jésus Akbar avec des attentats. Donc c'est vrai que pourquoi c'est grave, oui, c'est vrai. On peut, s'il y a un sujet qui a un trait à par exemple, la pédophilie, etc., dans l'Église catholique, oui, on pourra le faire plus librement, et c'est tant mieux. On a beaucoup galéré aussi pour arriver à cette situation. Quand l'Église catholique apostolique romaine était en France et dominait la France, je peux vous dire que il y avait déjà le droit de blasphème et c'était le même système. Ça a mis des années à ce que en gros, que la religion soit là respectablement où elle doit être, c'est-à-dire dans le domaine privé et pas dans le domaine politique. Simplement maintenant, soyons clairs, il y a cette religion, l'islam radical, qui essaye de prendre une place prépondérante. Et là, par contre, on se retrouve dans une situation un peu complexe parce que oui, c'est plus compliqué si demain il y a un problème avec un imam, etc., d'oser le faire. Et si on est déjà arrivé à cette censure, c'est que les choses sont déjà graves. On ne devrait pas. Bon, par exemple, si je reviens sur la Tunisie, puisque c'est là que je vis, donc quand je fais des dessins sur la Tunisie, je peux parler de religion. Mais il faut savoir qu'en Tunisie, les religieux détiennent le pouvoir. Donc là, je critique, au-delà des questions religieuses, je critique l'usage de la religion pour exercer le pouvoir. Donc, il faut parler de ça. C'est une critique du pouvoir avant de parler de religion, puisque eux détiennent le pouvoir. Ou alors c'est parce que les politiques ont l'intelligence d'utiliser la religion pour tenir le pouvoir. Ben oui, c'est comme dit Marx, l'opium du peuple. Donc, et donc après, ça peut être utilisé justement pour dire vous critiquez la religion, mais c'est une façon toujours d'instrumentaliser. Parce qu'un parti religieux devrait être plus légitime, entre guillemets, parce qu'il représente la probité, l'honnêteté, en surface, on va dire, c'est-à-dire dans l'image par rapport à ses électeurs. Donc, mais moi, ce que je critique, c'est avant tout l'exercice du pouvoir par ce groupe. Mais pardonnez-moi cette question très personnelle, est-ce que vous ne ressentez pas parfois une forme de découragement en vous disant il faut que je quitte ce pays? Alors, il y a deux choses. Déjà, quitter le pays, moi, c'est le pays où je vis. Donc, même si je suis aussi française, j'ai peut-être la chance de pouvoir choisir. C'est une grande chance, j'en suis consciente. Moi, c'est là-bas que je vis. Donc, c'est là-bas que je veux rester. Après, dans un pays où vous avez une situation qui se dégrade constamment, alors qu'on attend un espoir après une révolution comme ça, après 10 ans, on constate au contraire que la situation politique se dégrade, la situation sociale, la situation économique, sans parler de la situation sanitaire, etc. etc. Par exemple, faire ces ateliers, c'est une petite porte d'espoir, en fait. Aller vers les jeunes, puisque c'est eux l'avenir de ce pays, c'est une petite porte d'espoir. Mais moi, au départ, quand j'ai commencé à faire ce métier, c'était en réaction justement à un groupe radical, à des personnes extrémistes, salafistes, qui veulent museler la femme, qui veulent lui dire comment elle doit se comporter, quelle est sa place dans la société, comment elle doit s'habiller. Donc c'était avant tout ça la réaction de prendre le crayon, en fait. Faire les ateliers, ça vous aide, vous, personnellement, c'est ça? Oui, aussi, absolument. Parce que pour moi, c'est aussi une façon d'avancer et de se dire on essaye de faire quelque chose pour ce pays. Avec beaucoup d'humilité, bien sûr, parce que moi, j'apprends aussi de ces jeunes. Quand vous allez dans des régions rurales où vous voyez qu'ils ont des moyens vraiment faibles pour travailler et qui sont tellement motivés, qu'ils ont tellement envie de parler, de s'exprimer, d'apprendre, même de dessiner finalement. Quand on leur dit, c'est pas la peine que tu saches dessiner pour faire un dessin de presse, eh ben, ils commencent à se dire mais oui, moi aussi je peux faire un dessin de presse. Alors, je crois qu'il est temps de donner la parole à la salle, parce que je réalise effectivement qu'il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a des questions de la salle et puis il y a aussi un petit exercice qu'on va tenter, je ne sais pas si ça va marcher, je crois c'est Yas qui faisait allusion tout à l'heure au fait d'avoir des dessins sans légende, sans mots.
Et là, on a préparé des dessins où on n'a pas mis les légendes. Et si les uns et les autres veulent intervenir, proposer une légende ou remplir la bulle, vous êtes les bienvenus. Alors déjà, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Alors, vous allez poser la question, je vais la répéter dans le micro parce que on ne peut pas vous passer le micro. Oui, madame. Alors, la question, je répète la première question. Donc, madame intervient au nom d'un groupe qu'elle encadre d'aide à la jeunesse. Et dans ce groupe, il y a un jeune qui s'appelle Enti, qui vient originaire du Mali, et qui pose la question, il n'y a pas de dessinateur malien, est-ce que c'est parce qu'ils sont tous en prison? Alors, peut-être... ou morts. Alors, Cartooning for Peace, c'est un grand réseau international qui regroupe plus de 200 dessinateurs éparpillés dans le monde entier. Aujourd'hui, pour cette activité, on est 4 à représenter Cartooning, mais dans la salle, il y a d'autres dessinateurs. Et bien sûr qu'il y a d'autres dessinateurs qu'on n'a pas pu inviter, qui sont restés sur le continent. Je ne sais pas si le Mali fait partie de Cartooning for Peace. Alors, le Mali ne fait pas encore partie de Cartooning for Peace. Ce ne sont pas les États qui sont membres, hein, c'est les dessinateurs. Les dessinateurs de presse du Mali ne font pas encore partie de Cartooning for Peace, pour être plus précis. Mais c'est peut-être qu'on n'a pas simplement le bon contact ou bien qu'on n'a pas encore identifié la bonne personne qui pourrait intervenir. Je ne pense pas qu'ils soient tous morts, je ne pense pas qu'ils soient tous en prison, non. C'est simplement que le réseau est en train de s'agrandir et peut-être que dans 1 an, 2 ans, peut-être dans quelques mois, il y aura des dessinateurs du Mali. Oui, c'est une question en fait qu'on n'a pas abordée encore, c'est qu'il y a une réelle dynamique du dessin sur le continent africain. C'est-à-dire que le dessin fait partie de la culture aussi de transmission, culture orale, et que l'image a peut-être une force, une légitimité plus importante que dans d'autres cultures. Oui. Alors, en Afrique, on utilise beaucoup le dessin parce que, comme vous le savez certainement, il y a beaucoup de pays encore où on compte un très grand nombre d'analphabètes. Et en Afrique, on utilise énormément le dessin pour faire passer des messages. Ça peut être de la sensibilisation, ça peut être de l'information. Et le dessin de presse, en tout cas en Côte d'Ivoire, on l'utilise énormément. Actuellement, on est en train de travailler, par exemple, sur un projet qui s'appelle le dessin citoyen, qui aide, en fait, qui incite les jeunes à participer au débat démocratique. On leur demande de créer, de faire du dessin de presse, même s'ils ne savent pas dessiner. Je crois que quelqu'un l'avait dit tout à l'heure ici. On leur explique que l'important, ce n'est pas forcément savoir dessiner, mais c'est plutôt savoir transmettre son message. Voilà. Alors oui, on utilise énormément le dessin en Afrique et ça marche plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Et vous nous expliquez que pour la Côte d'Ivoire en particulier, par exemple, le dessin était un outil de cohésion sociale aussi. C'est-à-dire que ça maintient le pays d'une forme d'unité au-delà des divisions ethniques. Oui, le dessin rapproche. Le dessin de presse, le dessin rapproche les gens. On voit de plus en plus de personnes de bords politiques différents rigoler ensemble d'un même dessin. Et ça, pour nous, c'est gratifiant. Mais je pense qu'il faut préciser que c'est quand même culturel. La Côte d'Ivoire a la chance d'avoir cette tradition de l'autodérision qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les pays africains, où on se moque gentiment du voisin, on se moque gentiment de l'ethnie d'à côté, et ça reste très très bon enfant. Donc tout ça, ça participe à cette cohésion sociale, et avec le dessin, ça nous aide à en faire encore un peu plus. Est-ce que quelqu'un veut tenter de remplir les bulles? Pas facile comme exercice, hein. En plus, l'auteur du dessin est ici, hein. Je ne sais pas où elle est. Je répète, c'est un extrait, Nadia est dans la salle, un extrait d'un poème de Baudelaire, une invitation au voyage. Viens, songe à la douceur d'aller vivre là-bas. Si le passeur nous fait crédit. Voilà. D'autres questions? Merci. Oui, vous avez une deuxième question. Voilà. Je me permets de répéter rapidement la question pour le micro, pour la traduction. On a beaucoup parlé de peur, de menaces, de décapitation. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous, les dessinateurs, vous avez des pseudos?
Au départ, le choix d'un pseudo, c'était plus parce que je me prenais pas du tout au sérieux. Donc, j'ai pas voulu utiliser mon nom tout de suite, en fait. Mais bon, ça peut aussi être effectivement pour se protéger dans les débuts. Mais maintenant, j'utilise aussi mon vrai nom. Yas. Ouais, je dirais que moi c'est Yacine, donc Yas, Yes, c'est assez simple. En fait, c'est plutôt pour avoir une identité à travers le dessin. Bon, j'ai pas vocation à me protéger, j'ai de la chance, mais je pense que ça peut être une manière de se protéger, ouais, effectivement. Et quant à moi, mon nom c'est Tramoni Caparros, donc ça rentrait pas sous les dessins, c'était trop là. Donc j'ai fait Mikaya, et donc au départ c'était pas pour se protéger. Il faut être honnête, c'est quand même triste d'en arriver à cette question-là qui est très très juste, mais regardez quand même nous qui sommes des dessinateurs de presse, on a beaucoup parlé de malheur, de décapitation, tout ça, mais une fois de plus, c'est pas nous qui avons créé ça. C'est une situation qui est là, qui est bien réelle. Alors, n'oublions pas que le dessin de presse, c'est aussi fait pour sourire, pour rire, que nous sommes tous des dessinateurs qui sommes là chez nous. On a pour vocation d'essayer de faire sourire, éventuellement de faire peut-être bouger des choses. Mais c'est vrai que j'en veux beaucoup, entre autres, à tout ce terrorisme. C'est qu'il a rendu un sujet qui était quand même gai, fort, joyeux, en quelque chose des fois qui est une réalité, qui est dramatique, mais ce n'est pas une raison, malheureusement, pour ne pas continuer à faire ce métier et surtout continuer à le faire dans la joie et la bonne humeur. Je trouve que c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup. Merci et merci pour votre présence tous les quatre et puis à vous aussi. Et donc une demi-heure de pause avec possibilité d'aller faire signer, acheter et faire signer le livre africain. Merci à vous.